Monsieur Blocaux, bonjour. Bonjour. Monsieur Blocaux, vous avez été directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes de 1976, en fait pendant 21 ans et 10 mois pour être précis, donc jusqu'à novembre 1997. À ce titre, vous avez vu la création de l'école de commerce en 1976. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, cette création, et contextualiser justement l'époque 1976, comment c'était, et cet aspect visionnaire que vous avez eu justement pour créer cette école de commerce? Oui, c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière, de se replacer dans le contexte de 1976. Bon, d'abord, la Chambre avait emménagé dans un nouveau bâtiment. Ça avait été déjà un petit peu une révolution. Un bâtiment de 3 niveaux, le rez-de-chaussée, on pouvait dire, ayant été dédié aux élus, avec salle de réunion, etc. Le deuxième étage pour les services administratifs et le premier étage pour la formation. Au moment où le bâtiment avait été conçu, les pairs de ce bâtiment, notamment Maurice Perrin à l'époque qui était président, avaient perçu la nécessité d'affecter un tiers de ces surfaces à des activités de formation. Et ça, c'est le bâtiment actuel? C'est le bâtiment actuel. Alors, deuxièmement, le président de l'époque, en 1976, était André Perceval, donc qui est, comme vous le savez, un commerçant, et le terme n'est absolument pas réducteur ni péjoratif, qui avait créé son magasin d'optique Place de Nevers et qui après avait, au cours de sa longue carrière, développé un réseau important dans le domaine de l'optique. Et notamment, il avait eu à un moment un accord avec une société japonaise qui fabriquait des montures de lunettes. Donc André Perceval était un commerçant, succédant lui-même à un autre commerçant qui était Maurice Perrin. Maurice Perrin était issu d'une vieille famille ardennaise, la société qui avait connu un développement important avait débuté dans le négoce de charbon, puis après se diversifier, notamment dans le domaine du chauffage d'ensemble immobilier. Alors déjà en soi, l'arrivée d'un non-industriel à la présidence de la Chambre, en la personne de Maurice Perrin, avait été une petite révolution, tempérée par le fait que la famille Perrin était d'origine ardennaise et très honorablement connue. Alors l'arrivée, la succession de Maurice Perrin par André Perceval, un jeune homme à l'époque, ou perçu comme tel, venant originaire du Nord et non pas, j'allais dire, d'extraction ardennaise, opérant dans un secteur jugé badin par ceux qui coulaient de la fonte ou qui tapaient sur un morceau de métal porté au rouge, avait quand même été perçu avec un certain étonnement. Mais alors, l'intérêt de ce changement d'activité, en la personne de Maurice Perrin et d'André Perceval, qui œuvraient dans le domaine du commerce, c'était leur parfaite perception de l'importance de la fonction commerciale dans l'entreprise. Pour parler court, la tradition industrielle ardennaise, vous la connaissez, on travaille le métal. Et il y avait à l'époque un nombre important dans les Ardennes de diplômés des arts et métiers. Je me rappelle une fois d'ailleurs avoir fait une forme de statistique pour juger du nombre de diplômés arts et métiers par rapport à je ne sais plus quel ratio. Et j'étais arrivé à la conclusion qu'effectivement, dans les Ardennes, il y avait une forte représentation des ingénieurs des arts et métiers, ce qui contribue à privilégier, j'allais dire, la fonction technicienne dans l'entreprise. On est des très bons ingénieurs, mais le secteur de la vente apparaît bien souvent comme subalterne, voire trivial. C'est un peu le parent pauvre, en fait, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, oui, voilà, c'est pas nécessaire. Un bon produit en termes techniques suffit à assurer la pérennité du produit et les profits de l'entreprise. Même en opérant dans le secteur de la sous-traitance,
puisqu'on travaille, on produit peu de produits finis, même dans ce secteur-là, et notamment si on veut se développer à l'exportation, il est évident que la fonction commerciale doit être mise en valeur et apprise. Le commerce, ça s'apprend. C'est aussi bien une technique que la fonderie ou les calculs de résistance. Il y a un certain nombre de disciplines à maîtriser. Et ça, Maurice Perrin et André Perceval l'avaient parfaitement compris. Et en poussant un peu les feux, avait provoqué donc la création de cette école de commerce. Voilà un petit peu, je pense, recadrer, pas trop abruptement, le contexte de l'époque. Alors c'est vrai que c'était un contexte. Plusieurs interviews ont été réalisées déjà. On parle de personnes visionnaires par rapport à aujourd'hui, 40 ans plus tard. Déjà, l'école existe toujours. Et plusieurs personnes ont dit que c'était une vision de l'avenir qui était particulièrement nette. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, alors bon, il suffit pas d'avoir une... Alors je pense que ça arrivait au bon moment. Les bonnes idées, il faut aussi qu'elles germent sur un terrain fertile et bien arrosé. Bon, je pense que c'est arrivé au bon moment et ça a été conforté par le fait qu'on a su choisir des bons directeurs. Bon, je ne vais pas tresser des lauriers à mes directeurs formation, mais le premier fut Bernard Bobo, donc qui sortait d'une excellente école de commerce, l'ESSEC, et qui avait une expérience de la vente, puisqu'il avait géré pendant un temps le magasin Bouvier-Cartier, avenue d'Arche, au coin de la rue du Vivier, qui vendait des vêtements, et très bien connu, donc des Ardennais. Alors Bernard a lancé l'école, et lui a succédé au moment où Bernard Bobo nous a quittés, un autre diplômé d'une très bonne école de commerce qui est Subdeco Paris, donc Philippe Matteau, qui venait aussi, lui, du secteur de la grande distribution, sa famille ayant des intérêts dans une enseigne très, très connue. Donc, ces deux directeurs ont l'un et l'autre, j'allais dire, selon un timing correspondant à l'évolution de l'école, su impulser, guidé par les élus et par le président de la commission formation, l'école dans une excellente voie. Alors, notamment Philippe Matteau a donné un développement à l'international en organisant des séjours à Houston, au Texas, avec les promotions, ce qui a contribué à valoriser l'enseignement. Alors justement, vous parlez à l'instant de Houston, de l'international qui faisait partie, si je ne me trompe pas, à la création de l'école en 1976, de l'ADN de l'école. Alors aujourd'hui, on parle de San Francisco, une ouverture véritablement à l'international. C'est-à-dire, on s'était forcé, parce que c'était quand même une action qui s'intégrait. L'école était une pièce dans le puzzle de nos actions. Et on avait une autre action assez importante, notamment au salon de la sous-traitance. On entraînait des entreprises à exposer dans des salons qui accueillaient beaucoup d'exportateurs. On avait un service export assez bien structuré. Et donc on était très soucieux dans la fonction commerciale à ne pas négliger l'aspect marché extérieur. Bien sûr, l'aspect marché intérieur, les contacts avec les grands constructeurs automobiles, etc., c'était important, mais on était aussi très attentif à ce que les sociétés ardennaises puissent s'attaquer aux marchés internationaux. D'où la nécessité de former des cadres commerciaux rompus à une ou deux langues étrangères, maîtrisant un certain nombre maîtrisant les techniques du commerce international, les assurances à l'exportation, etc., etc. Donc ça s'intégrait. L'école était, je reprends ma comparaison, une pièce de ce puzzle qu'on a essayé de monter pour innerver l'économie ardennaise.
Et ce qui est intéressant, c'est que la notion de globalisation est arrivée beaucoup plus tard. C'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le terme de visionnaire. C'est que l'idée même d'une école de commerce, ici même à Charleville-Mézières, qui intègre dans son ADN l'international, vous aviez vu véritablement juste. Oui, enfin, c'est la preuve a posteriori. Si ça continue à vivre, c'est que l'enfant avait été bien conçu, quoi. Qu'il avait un père, une mère, des oncles, des tantes, qui ont suivi à son éducation, etc., etc. Les gènes de l'enfant étaient correctement ajustés, quoi. Bon, puis après, on a veillé à son éducation. Aujourd'hui, le centre de gravité mondial a quelque peu évolué. On va dire qu'il se déplace du côté des pays émergents et également du côté de l'Asie en particulier. Que pensez-vous de l'idée, justement, pourquoi pas, d'orienter aussi les élèves dans ce domaine? Oui, moi, je connais bon, effectivement, pas trop mal certains pays asiatiques, bon, un peu le Japon. La Chine, après mon départ de la chambre, j'ai pu aller enseigner le français pendant 1 an dans une importante université à proximité de Shanghai. Bon, je connais assez bien, pour des raisons privées, la Corée du Sud. Oui, j'allais dire pourquoi pas, mais ce sont des marchés quand même extrêmement difficiles. Mais pourquoi pas, effectivement, en période de mondialisation, et beaucoup de sociétés se sont quand même cassé les ailes, les pieds, les reins, en abordant de façon désordonnée des marchés asiatiques qui ont des comportements et des structures quand même fort différentes des marchés, de nos marchés proches, l'Allemagne, l'Angleterre ou d'autres pays européens. Mais effectivement, ça fait partie. Mais bon, il ne faut pas céder aux modes. Hein. Ça c'est mortel. Il faut être perméable aux évolutions, mais pas sacrifier aux modes. Ouais. Heureusement, parce que si l'école ressemblait encore à celle qu'elle était en 1976, si ce n'avait été qu'une mode, forcément, elle n'aurait plus été adaptée au monde actuel. Bah évidemment, hein, elle serait démodée. Bon, hein, la jupe serait trop longue, le col de chemise serait ridicule, enfin, etc., bien sûr. Donc effectivement, alors le problème c'est ça, c'est d'être réaliste. Hein, et de tenir compte aussi du potentiel des entreprises ardennaises, ne pas mettre la barre trop haut, hein, et de les guider, de les aider, mais il faut aussi leur fournir les hommes. Hein, encore une fois, vous ne pouvez mener des actions à l'export que si vous avez en interne les hommes ou les femmes, évidemment, les hommes ou les femmes qui savent. Hein, et qui peuvent astucieusement conseiller le chef d'entreprise actionnaire. Hein, mais effectivement, il faut être sensible aux évolutions sans s'emballer. Stéphane de Rango le soulignait, l'école de commerce de Charleville-Mézières fait partie des 30 meilleures écoles de commerce de France. Oui, j'ai appris ça, ce que m'a dit Hubert Bourgeois. Oui. Alors, ce qu'il y a, alors, on a eu aussi, pour replonger un peu dans nos structures, l'opportunité de racheter un immeuble dans lequel maintenant l'école est située, ce qu'on appelait à l'époque la maison Pérol. Là, on retombe aussi dans la vieille histoire ardennaise. Monsieur Pérol était un chirurgien, hein, qui un jour nous a quittés, sa famille ayant quitté les Ardennes. Donc cette maison qui était quasiment contiguë, mitoyenne du bâtiment de l'ancienne chambre, nous avons pu la racheter. Et je me souviens que Jacques Janteur, à l'époque, nous avait indiqué que ça pouvait être une opportunité, ce qui nous a permis alors de déménager l'école dans des locaux plus adaptés et de créer une passerelle entre le nouveau bâtiment de la chambre, enfin celui qui avait été inauguré en 1975, et la maison Pérol. Et justement, d'ici quelques mois maintenant, on parle de 2018,
Un nouveau campus va se créer avec de nouvelles écoles. On parle de l'école des codeurs, un nouveau campus qui va être à Moulins-le-Blanc. Quelle est votre vision actuelle, vous, François Blocaux, en 2016-2017, d'une école de commerce comme celle de Charleville-Mézières? Bon, je suis quand même, j'allais dire, retiré des affaires. Je suis l'actualité des chambres de commerce et d'industrie qui ont été passées à la toile. J'allais dire, je trouve de façon un peu injuste. Mais ça, bon, on se venge. Hein, ça fait partie du jeu. Je vous laisse placer derrière ce pronom qui vous voulez. Donc les moyens financiers sont plus tout à fait les mêmes. Je pense qu'il faut que l'école reste ancrée dans les gènes ardennaises, quoi, qu'elle sache de quelle souche elle est issue. Il faut qu'il y ait une synergie. Je crois que les directeurs s'y étaient fortement attachés. Une synergie très forte entre les entreprises ardennaises et j'allais dire, leur école. Hein, c'est une école de proximité. Hein, là, ça me semble très, très important. Donc en gros, les pieds sur le territoire, bien ancrés sur le territoire ardennais, et la tête dans l'international. Il me semble, oui. Et puis alors, surtout, tenir dans les évolutions technologiques. Hein, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine automobile, hein, quel est l'avenir de nos sous-traitants et de nos PME, hein, et quel est aussi l'avenir des unités dépendantes des grands groupes qui se situent encore dans les Ardennes. Ouais. Alors, c'est ça ça c'est le rôle, je vais dire, du président et du directeur général, quoi. Maintenir le contact avec les directeurs des grands groupes. Ça m'apparaît capital. Et puis alors, c'est ça. Quelle est la tendance? On avait essayé de déterminer ça sous la présidence d'André Perceval et de Claude Salmon, qui lui, avait succédé donc à André Perceval et qui était très ouvert, lui, hôtelier à l'international. Hein. Il avait travaillé en Angleterre dans un célèbre hôtel, il avait travaillé dans un grand palace à Paris, hein, donc extrêmement ouvert à l'international. Il parle couramment l'anglais. Hein, c'est ça qui me semble... Mais enfin, encore une fois, je suis un peu retiré je suis un peu spectateur et plus spécialiste maintenant d'autre chose que de l'évolution de l'industrie ardennaise. Il faut rester modeste. Hein. Quand vous n'avez plus les mains dans le cambouis, on devient vite obsolète, hein, en termes de prévision. Alors, cela dit, rien ne vous empêche, j'ai posé la même question d'ailleurs à Jacques Janteur, quel conseil donneriez-vous à la nouvelle promo, celle qui est en train de s'inscrire en ce moment d'ailleurs, à l'école de commerce? Les inscriptions ont commencé le 20 janvier dernier, c'était il y a quelques jours. Quel conseil leur donneriez-vous justement pour aborder ce nouveau monde? Difficile, c'est comme si vous me demandiez de donner des conseils à mes petits-enfants. Bon. Ah. S'ils viennent dans une école de commerce, je pense qu'ils l'ont souhaité, qu'ils l'ont voulu. Bon, alors, ce qu'il faut, c'est que leur motivation soit à ce moment-là conceptualisée, rationalisée, quoi, qu'ils soient conscients de l'importance qu'ils vont jouer dans la vie de l'entreprise, le travail en équipe et le travail aussi en collaboration. Rétrospectivement, si vous me demandiez, mais vous ne me le demandez pas, quels sont les sujets de satisfaction après, avec ce recul. Ah bah je peux vous le demander, je vous le demande d'ailleurs. Je me souviens, le stand du MIDEST que l'on avait organisé, qui réunissait des entreprises concurrentes. Au départ, quand on avait lancé cela,
On nous avait dit, bah, vous êtes fous, jamais l'entreprise Intel n'ira exposer aux côtés de l'entreprise Intel, ils sont concurrents. Eh ben non. Eh ben non. Et on avait réussi à faire cohabiter des rivaux sur les mêmes marchés. Bon, je crois que alors, j'allais dire, l'important, c'est que les Ardennes, qui ont quand même sociologiquement été très fermées sur elles-mêmes, fiers de leur passé, mais c'est pas sur un passé glorieux, je parlais comme un crétin, qu'on bâtit l'avenir. Donc il faut que les Ardennais prennent l'habitude aussi de travailler ensemble, quoi. François Bloco, merci beaucoup.